Les corps de trois instigateurs de tentatives de coup d'État en 2014 contre l'ex-président gambien Yaya Jammeh ont été mis au jour grâce aux informations d'anciens membres de sa garde rapprochés. Ils avaient été tués lors de la tentative de coup d'État de décembre 2014, mais les circonstances de leur décès n'avaient pas été clairement établies. Les autorités gambiennes tiennent-elles là des preuves probantes pour poursuivre Yaya Jammeh? C'est le premier sujet de cette émission. On va donc en parler avec nos invités. La quasi-totalité des militaires ont affirmé à la barre avoir subi bastonnades, ligotage, humiliation, insultes et privations de nourriture au camp de la gendarmerie nationale après leur arrestation suite donc à l'attaque d'un dépôt d'armes en janvier 2016 pour laquelle ils sont jugés depuis mardi, là, une semaine. Donc nous étions donc au Burkina Faso, que ce soit en Gambie, en République démocratique du Congo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Burundi, des détenus fustiles politiques subissent des traitements inhumains. Afrique, violation des droits humains, la torture est-elle devenue l'arme la plus efficace des régimes pseudo-démocrates? Ce sont donc là les deux sujets qui feront donc objet de débat au cours de cette émission pour laquelle nous recevons pour vous deux habitués de ce plateau. Je vais nommer Lamine Sissé, écrivain, expert en communication politique, auteur du double roman, tome 1 et tome 2, les effets des causes cachées. Lamine Sissé qu'on ne présente plus, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. En face de lui, juriste de formation, enseignant à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, Kofi Dia, bonjour et merci également de répondre à notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors donc, on va démarrer effectivement, comme je le disais, avec la Gambie où le dernier rapport de Human Rights Watch sur la situation des droits humains en Gambie est accablant pour le président Yaya Jammeh, qui est d'ailleurs a quitté le pouvoir et son régime. Il fait de terribles révélations sur le meurtre du journaliste Deida Idara en 2004, la disparition forcée de son confrère Ebrima Mané en 2006, le massacre de quelques 50 ressortissants ouest-africains soupçonnés d'avoir formaté un coup d'État en 2005 alors qu'ils étaient simplement des immigrés en transit par ce pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis, les multiples disparitions de personnes accusées de participer à des tentatives de coup d'État entre 2006 et 2014. Alors, les techniques de torture employées par l'appareil sécuritaire du leader gambien, ils sont détaillé d'une façon qui fait froid d'eau. Alors, Lamine Sissé, vous êtes de la région de la Casamance, proche donc de la Gambie. Est-ce que tout ça vous surprend? Merci beaucoup. Non, vous savez, quand on prend souvent le pouvoir par les armes, on pense que c'est les armes qui règlent les problèmes. Parce que Yaya Jammeh, c'est un militaire de carrière. Quelle que soit la tenue qu'il portera, il demeure un militaire. Et vous savez, le problème de la Gambie est un peu lié au problème de la Casamance où il y a la rébellion depuis plus de 30 ans, 40 ans presque maintenant. Donc c'est lié aussi au problème de la Guinée-Bissau. Donc dans toute cette zone-là, les gens qui font des trafics d'armes, des trafics de stupéfiants, qui cultivent même les stupéfiants au niveau des forêts casamançaises. Je crois que le régime Yaya Jammeh n'est pas étranger à tout cela. Donc c'est des rapports de plus, d'autres révélations viendront. Je crois que le peuple gambien, le peuple sénégalais, parce que la Gambie étant dans le Sénégal, a le droit de savoir ce qui s'est réellement passé. Le droit donc de savoir le régime de Yaya Jammeh, l'homme est arrivé au pouvoir par un coup d'État et il croit qu'il faut tout régler par la force, donc par les armes. Il a fait d'autant de développement donc de la situation juste après son départ, autant de révélations sur les exactions de son gouvernement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Yaya Jammeh est menacé, Kofi Dia? Il y a un aphorisme qui laisse entendre qu'on ne peut cacher le soleil avec la main et tout finit par se savoir. Et en droit, la preuve est la rançon du droit. Il suffira simplement pour le gouvernement actuel de réunir les éléments susceptibles de retenir sa culpabilité et Yaya Jammeh, où qu'il soit protégé par les chefs d'État environnants, soit poursuivi et retenu dans les couloirs de la justice. Yaya Jammeh n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Yaya Jammeh est avant tout un homme. Il est venu par les armes,
comme l'a dit mon co-débatteur, et la plupart de ceux qui viennent au pouvoir par les armes, ils ne respectent pas les exigences de la démocratie. Et je ne veux même pas accepter le terme de pseudo-démocratie que vous collez à la Gambie. À la Gambie, il y a une dictature, et puisque les règles démocratiques sont claires et précises, le pouvoir par le peuple et pour le peuple, et je ne vois pas ce que Yaya Jammeh a fait pour le peuple, je ne vois pas en quoi Yaya Jammeh a laissé la liberté d'expression, je ne vois pas comment Yaya Jammeh a respecté les règles fondamentales attachées à une démocratie, et cet homme-là, où qu'il aille, il sera poursuivi, il sera retrouvé, et il répondra de tous les actes qu'il a commis. Les hommes, les défenseurs des droits de l'homme ne le lâcheront pas. Déjà, pendant qu'il était au pouvoir, on n'a pas retrouvé le corps de ces 3 soldats. Mais il a refusé pendant longtemps de permettre qu'il y ait une enquête à cette fin. Voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il peut être poursuivi alors qu'il est quand même dans un pays nanti? Il est affaibli dans son exil. On a retrouvé les corps. Et ceux qui le protègent, peut-être qu'ils n'ont pas toutes ces informations, peut-être qu'ils n'avaient pas la preuve de sa culpabilité. Et quand tous ces éléments-là seront révélés, ils seront dans l'obligation de le lâcher, à moins qu'ils soient du même acabit que lui. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas protéger quelqu'un qui a terrorisé un peuple qu'il est censé servir. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce que vous prenez l'exemple du Burkina Faso, où le président Blaise Compaoré, aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire, finit par bénéficier même de la nationalité ivoirienne? Est-ce que vous ne craignez pas que Yaya Jammeh puisse véritablement se retrouver dans le même sillage et donc bénéficier de cette grâce-là? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas la même chose. Blaise Compaoré, il est burkinabé, Burkina Côte d'Ivoire, les réalités sont là. Mais Yaya Jammeh, lui, il a été chassé du pouvoir par la CEDEAO et par l'ONU. Alors que Blaise Compaoré... Chassé, mais négocié plutôt. Non, dans son entêtement, c'est un départ à négocier. La Constitution, c'est vu chassé par la rue. Donc, déjà, les arguments de départ des uns et des autres ne sont pas identiques et je ne vois pas en quoi le sort qui sera réservé à Yaya Jammeh serait identique ou le chemin serait identique à ce qui se passe avec ces 2 dossiers différents. Et ces 2-là, ils ne finiront pas répondre de leurs actes passés pendant tout le règne. Lamine Cissé, ceux qui parlent aujourd'hui beaucoup plus, ce sont les éléments de la police secrète de la Gambie, donc la garde rapprochée de Yaya Jammeh. Est-ce que vous pensez que c'est une façon pour eux de se disculper? Je crois que ça a été toujours comme ça. Et ils finiront par parler parce que ils se sentent coupables de tout ce qui s'est passé. Mais Yaya Jammeh, soit vous restez avec lui et vous obéissez à ce qu'ils veulent que vous fassiez, ou bien on vous élimine. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure là, vous êtes en train de dire qu'il va payer de ses crimes. Je suis d'accord. Mais quand vous prenez Yaya Jammeh dans le contexte gambien, ne le voyez pas dans le contexte purement gambien. Prenez ça dans le contexte de la rébellion en Casamance et dans le contexte des troubles en Guinée-Bissau. C'est tout un processus. Puisque tout autour de Yaya Jammeh, ce sont ces ethnies, les Diola. Parce qu'il est Diola d'ethnie. Et la rébellion en Casamance est tenue en grande partie par cette ethnie-là. Donc il les a entretenus, puisqu'ils sont de la même famille. Yaya Jammeh, il est autant gambien que sénégalais. Il est de la Casamance. Alors, donc, il a protégé longtemps ces criminels qui ont mis à genoux la Casamance. Parce que la Casamance, c'est le grenier du Sénégal. Le problème d'insécurité, cette rébellion pendant. Mais il y avait une relation entre Ngansoumana Mané, l'ex-chef d'état-major de l'armée Guinée-Bissau, qu'on a tué en Gambie, avec l'avènement de Nino Vieira. Donc c'est lui qui fournissait l'arme aux rébellions. Et Ngansoumana Mané est ami intime à Yaya Jammeh. Il a même sa famille en Gambie, il a construit là-bas. Donc, c'est-à-dire que quand vous voulez exhumer le problème de Yaya Jammeh, c'est-à-dire que vous risquez de remettre en cause même cette paix qui est en Casamance, qui est en train de se désigner. C'est la raison pour laquelle il se reproche quoi? Pourquoi il est parti si loin de l'Afrique de l'Ouest? Parce qu'il faut l'amener loin de l'Afrique de l'Ouest pour qu'il n'ait aucune influence sur le processus de paix en Gambie et en Casamance. Oui.
les gens ne comprennent pas. Ceux qui sont loin ne comprennent pas. Mais nous qui sommes nés dedans, nous savons, nous avons de la famille en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée. Moi, j'ai la famille dans tous ces 4 pays. Ok? Je connais d'une façon technique et scientifique ce qui s'est passé, ce qui se passe. Donc, quand je comprends le politique, quand je prends le politique utiliser, n'est-ce pas, cette diplomatie sociale pour amener la paix, je comprends que c'est pas Yaya Jammeh en tant que régime, en tant qu'individu, c'est tout un système qui sous-régional. C'est-à-dire que ça risque d'embraser. C'est pourquoi ils l'ont aidé à sortir. Ok? Sinon, il va où? Vous reprochez de rien, restez dans votre pays. Démocratiquement, vous avez été battu aux élections. Mais si vous reprochez de rester au pays, il ne peut pas rester au Sénégal. Parce que quand il reste en Gambie ou en Guinée-Bissau ou bien en Guinée-Conakry, c'est qu'il aura toujours l'influence sur ces hommes armés. Parce qu'il est parti avec... il a un pactole financier qui est très lourd. Hein. Il peut déstabiliser toute la sous-région. Alors, le cas n'est pas seulement limité à la Gambie. On avait dit que si Kadhafi restait en vie, peut-être qu'il semerait également les troubles dans cette région du Sahel. Voilà, on vient de citer donc le cas de Yaya Jammeh. Est-ce que vous ne pensez pas que, en réalité, l'Afrique, c'est tout un maillage pratiquement d'insécurité qui ne facilite pas le développement? Non, je n'irai pas forcément dans ce sens. Je l'ai déjà dit une fois. Parce que la ministre qui est de la région de la Casamance estime qu'avec le système mis en place par Yaya Jammeh et son clan, eh bien, ils ont déstabilisé la région de la Casamance. Je n'estime pas. À la limite. Je confirme. Je le sais. C'est ce qui s'est passé. Ils ont déstabilisé la région de la Casamance qui est pourtant le grenier du Sénégal. Par conséquent, impacté donc le développement de ce pays. Mais pourquoi laisser suppurer un désaccord interne? Le résultat, c'est qu'il y a encore un mal plus grand. Il fallait, moi j'estime que notre problème en Afrique, comme vous l'évoquez, repose fondamentalement sur la qualité des hommes qui nous dirigent. C'est important. C'est véritablement important. J'ai comme l'impression que nous avons mis à la tête de nos États des hommes et des femmes, pour ceux qui ont des femmes comme président de la République, qui n'ont pas une maîtrise de la valeur humaine. Est-ce que ça dépend des hommes qui sont à la tête? Ça dépend. Parce qu'on peut donner des ordres qui ne soient pas respectés. Ça dépend. C'est ceux qui exécutent plutôt. Pourquoi autant d'animosité? Pourquoi c'est toujours en Afrique, encore à ce jour où nous estimons être indépendants, qu'on a encore des crises liées à des intérêts? Et quel type d'intérêt? Il y a Human Rights Watch dans son rapport, par exemple, qui estime que la personne de Yaya Jammeh n'est pas le problème, mais c'est plutôt sa police secrète, les jungleurs ou la NIA qui est véritablement le problème. Et qui donne coup de franche à ces jungleurs d'agir? Est-ce que ces jungleurs-là pouvaient agir de façon ils ont la latitude, par exemple, de ne pas répondre aux ordres du civil. Vous ne pouvez pas, en Gambie, poser le moindre acte sans l'approbation de Yaya Jammeh. Bon, mais lorsqu'on sort du cas gambien, puisqu'il y a beaucoup d'États africains dans lesquels on a remarqué ces cas de torture. Le Burundi, par exemple, est un exemple. La République démocratique du Congo, ça continue. Mais c'est pratiquement les mêmes manœuvres et puis les mêmes outils qui sont utilisés. Au Tchad, c'est la même chose. Attention. Attention, si je peux intervenir. Allez-y. Attention, parce qu'il ne faut pas... Il faut régler les problèmes africains d'une façon spécifique. Hein. Il ne faut pas les mettre dans le même panier. Ce n'est pas le même contexte. Chaque pays est différent du cas gambien. Très différent. Et différent du cas tchadien. Il ne faut pas toucher... Congolais. Non, pas la même chose. Chaque pays a son analyse, son contexte historique. Mais ils évoluent avec les mêmes méthodes. Non. Vous pouvez pas prendre le cas tchadien et le comparer au cas gambien. En voyant le voisinage, le contexte sociopolitique et environnemental du Tchad, en voyant le djihadisme qui s'impose, les nids du djihadisme un peu partout, il faut qu'il y ait un État fort policier. Mais ça, c'est récent. Non, je viens. Non, c'est pas récent. Le Tchad a été toujours un pays guerrier. Avec la bande d'Aouzou, Khadafi, il y a trop d'implications dans le cas Tchad. Et c'est après lui-même, il est venu par la guerre. Mais il faut voir le comportement du peuple tchadien par rapport. Mais qui a sacrifié plus d'hommes dans la lutte, dans la stabilité sociale, sécuritaire en Afrique, plus que le Tchad? Il a envoyé ses hommes partout pour lutter, au Mali, etc.
Mais parce que il faut se sécuriser, se protéger. Parce qu'on ne peut pas, le djihadisme qui a pris corps depuis la Syrie, etc., qui vient avec la dislocation de la Libye, les armes ont circulé, ils ont voulu prendre le Mali. Mais, comment dirais-je, le président tchadien, il est venu en amphore. Il a perdu combien d'hommes? Il a perdu autant plus d'hommes que toute armée confondue. Mais pourquoi? Mais alors, donc, je pense que quand vous prenez le cas tchadien, vous voulez le comparer à un cas gambien qui est venu par un coup d'État pacifique, qui est venu s'installer pour développer. C'est-à-dire que Yaya Jammeh n'est pas épinglé par son bilan économique. Il a vraiment sorti la Gambie, les infrastructures, etc. Il a travaillé. C'est un monsieur qui a travaillé jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il égalait même le Sénégal, etc., en termes de croissance et de développement. Mais les pertes en vies humaines. Mais c'est ça, je dis, c'est la restriction des libertés, c'est la torture, les massacres qu'il faisait. Et c'est la même chose dans ces États que nous venons de citer en exemple. Le Burundi ne fait mais pas. Mais Yaya Jammeh, dans quel contexte pour être comme le Tchad? Ils n'ont pas les mêmes contextes. Ils n'ont pas les mêmes environnements. Non, le Sénégal n'est pas un régime policier. La Guinée-Conakry n'a pas de problème. Ils font la frontière avec la... Mais où est le problème et où? Mais quand vous prenez le Tchad fait frontière avec quel pays? Il faut voir les pays qui font frontière avec le Tchad. Et là, le Tchad est un pays qui a été constamment menacé. Mais tout le pétrole qu'ils ont eu, ils ont mis ça dans l'aroma. Donc, je pense que chaque pays, spécifiquement, il faut traiter son cas. Si on va spécifiquement traiter, alors on remarque quand même dans l'ensemble que la torture est l'arme utilisée par chaque régime. Oui, et elle sera l'arme utilisée par chaque régime. Vous trouvez ça normal? Tant que, je n'ai pas fini, tant que ce ne seraient pas des régimes démocratiques. Parce que ce ne seraient pas des régimes qui reposent aussi sur l'état de droit. C'est là où le contraste, parce que la plupart du temps, aucun État cité parmi ces pays africains n'est déclaré État dictatorial, tout est démocratique. Là où le droit est absent, c'est la violence qui s'installe. Dans quel État vous notez que le droit est absent? La Gambie, le droit n'est pas présent. Le Burundi, le droit n'est pas là? Non, le droit n'est pas là. Il ne suffit pas d'installer des institutions de façade pour dire que le droit est là. Il faudrait qu'il y ait un parallèle, qu'il y ait un lien ou un colloque prononcé entre ce qu'il écrit et ce que le peuple vit. Vous voyez, lorsqu'il y a une certaine défiance vis-à-vis de la loi, lorsqu'il y a un autre démanquement notoire qui sont carrément aux antipodes et des exigences de la démocratie, on ne peut assister qu'à ce que nous avons comme résultat. La violence, les pays, pourquoi à ce jour il n'y a pas la violence au Bénin? C'est parce que nous avons un état de droit et où les règles de droit déterminent le fonctionnement de la République. C'est pourquoi lorsqu'on tente de toucher à une règle de droit qui puisse entraîner un malaise, le peuple se soulève. Alors que dans les autres pays, il n'y a pas de règle de droit, il n'y a pas d'exigence. Et là où il n'y a pas de droit, c'est les armes et la violence qui parlent. Et la torture ne peut prendre le pas dans ces pays que lorsque vous avez à la tête des individus qui se prennent pour des demi-dieux et qui n'ont même pas un point de repère en termes de défense d'intérêt ou de volonté politique allant dans le sens de développer leur pays. C'est des apatrides, ce n'est pas des patriotes. Ils n'ont même pas l'amour de leur propre patrie pour avoir l'amour de leur peuple, de leurs frères. Et ils estiment qu'ils doivent s'imposer, ils doivent faire main basse sur tout, et tous ceux qui s'opposent à leur politique, ils sont obligés de les raser. Comme il a dit, il a travaillé, mais en travaillant, à quel prix? En tuant des gens, en tuant des êtres humains. Vous savez que l'être humain est sacré et inviolable. Et lui, il en fait, il prend l'homme comme un animal de façon terre à terre, il en fait ce qu'il veut. Et au nom de je ne sais quoi ou de quelle recherche de paix régionale, on va le laisser. Dictature de la démocratie. Oui, c'est de la dictature d'une certaine démocratie. Et je ne suis pas pour la théorie selon laquelle, compte tenu d'un certain nombre de paramètres ou d'une paix régionale, il va falloir qu'on ferme les yeux sur ce que Yaya Jammeh a fait, Yaya Jammeh va payer. Même si Yaya Jammeh, moi j'ai pris l'habitude de dire à la justice des hommes et la justice de Dieu. Si Yaya Jammeh échappe à la justice des hommes, il n'échappera pas à la justice de Dieu. Parce que on récolte toujours ce que l'on a semé. Vous êtes fervent musulman. Vous croyez à ça aussi, la justice divine? Non, c'est ce qu'on appelle la loi du karma. Il va payer.
on récolte que ce qu'on a semé, ça c'est évident. Ça c'est la loi même de la nature. Alors moi je crois que il faut relativiser, parce que vous avez le problème de la démocratie au Bénin est un processus. Quand vous comparez le Bénin, c'est un processus. Hein. Regardez le processus. On avait un Bénin où il y a des coups d'État. Coup d'État, président à 3 têtes. La révolution est venue avec Kérékou, par les armes, qui a dicté, mais en dictant, elle a contribué à l'éveil des consciences populaires. Et puis la démocratie s'est installée d'une façon paisible. Donc voilà le contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un contexte qu'on analyse aujourd'hui. Mais ceux qui analysent le contexte du Bénin aujourd'hui, sans un contexte historique, vont faire des erreurs fondamentales sur l'analyse politique. Il faut l'analyser, c'est-à-dire que d'une façon historique, et voir le processus et l'aboutissement. Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans nos pays qui ont dit, qui ont quitté d'une zone de turbulence à la zone de démocratisation, comme le Sénégal, par exemple, qui n'a jamais eu de coup d'État militaire, qui dit qu'il est le champion de la démocratie, qu'est-ce qui s'installe gravement? C'est la dictature de la démocratie qui s'installe. Parce que non, ça veut dire que le peuple n'est jamais porteur de cette démocratie-là. Dis-moi, est-ce que le peuple comprend? Même quand il va voter pour qui? Il ne sait pas. Ils ne connaissent pas le projet de société pour qui ils votent. Dans les pays où il y a plus de 250 partis politiques. Mais nous faisons quoi? C'est la dictature de la démocratie actuellement qui est à la mode. On dit il y a la démocratie, les institutions sont là, le président il s'en fout, il ne respecte rien. Mais le président pense qu'il est le plus fort. C'est-à-dire que c'est lui qui est l'homme le plus suprême des hommes. Mais ça, c'est la dictature de la démocratie. On ne prend pas les armes. Non, la Constitution, le garant de la Constitution, le président, c'est le peuple qui est souverain, garant de ce côté. Mais ce peuple-là ne comprend pas. Ce peuple-là est ignorant. C'est les cadres, les intellectuels qui font de la démocratie ce qu'ils veulent. Ils changent la Constitution comme ils veulent. C'est-à-dire aux grandes dames de ces populations-là. Donc ça, c'est une forme de violence et de dictature démocratique. Donc moi, je pense que je préférerais qu'un dictateur éclairé qui amène son peuple vers le développement qu'une démocratie, pseudo-démocratie, où la dictature, elle est là, mais on brandit, n'est-ce pas, la démocratie. Un dictateur éclairé qui amène son peuple vers le développement en tuant les siens. Un dictateur éclairé qui amène son peuple vers le développement en tuant les siens. Vous ne pensez pas que cette démocratie, cette pseudo-démocratie, elle est monstrueuse, désastreuse. On ne peut pas l'encourager. Comment peut-on mener, comment peut-on développer un pays en tuant les siens? Non, c'est dangereux ce que vous dites. Mais vous savez, il y a une manière... Et la démocratie que vous tentez de peindre en disant que c'est une démocratie dictatoriale, cette démocratie, elle reste dictatoriale simplement parce que les dirigeants, comme je l'ai dit, nos dirigeants ne sont pas ambitieux. Ils n'ont pas encore l'ambition de faire Ils n'ont pas encore l'ambition de faire décoller nos pays africains. Et parce que ils sont pas de meilleure qualité. C'est des gens qui ne se considèrent pas comme étant un homme à part entière. Ils continuent de tituber devant le blanc. Ils continuent de gober tout ce que le blanc leur tend. Ils n'ont pas encore compris qu'on a la possibilité de produire ce que nous avons. En attendant que cette qualité donne que vous voulez. C'est la main qui donne qui dirige. De l'Afrique. Est-ce que pourquoi vous voyez que c'est une démocratie dictatoriale? Est-ce qu'on va arriver un jour à la séparation des pouvoirs où véritablement la justice pourra véritablement s'exprimer? On va y arriver. Et vous savez comment? En chassant de façon positive une classe politique composée d'hommes d'une médiocrité indescriptible. Et qui va le faire? Non. Vous et moi. C'est ce peuple-là. Et ce que nous faisons. Ils ont commencé déjà. Puisque nous le faisons bien, ils ont commencé déjà par nous priver de notre liberté de parler en confisquant la liberté publique, comme la fermeture du SICA et d'autres chaînes et consorts. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Parce que nous faisons un travail impeccable, d'une impeccabilité qui dépasse même des frontières. Parce qu'il faut apprendre à dire les choses telles quelles dans une république. La res publica ne doit pas être gérée. Excusez-moi, la gestion du bien public ne doit pas être gérée par des hommes venus de nulle part. Pas des hommes qui ont des visées populistes, pas des gloutons, pas des gens qui sont d'une boulimie diabolique. C'est-à-dire pas des gens qui viennent au pouvoir dans l'intention de s'enrichir. On vient au pouvoir dans l'intention de servir. Ce genre de langage, la plupart des politiciens le tiennent, mais quand ils prennent le pouvoir, ça change. Ils changent parce que ils font
je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir, mais j'aurais appris que le changement ne dépend pas d'eux, mais le changement est forcé par le colon. Le changement est forcé par le colon. Or, il faut avoir revenir sur cet aspect des choses comme l'Afrique reste toujours la marionnette de l'Occident. Alors, Lamine, c'est ce que vous pensez un jour que l'Afrique peut véritablement arriver à un stade où on aura une véritable séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est un processus. Quand je parle tout à l'heure là que je préfère une dictature éclairée, je peux prendre l'exemple en Afrique de l'Ouest. Rawlings a fait la révolution, mais en amenant son peuple vers le développement. Je suis d'accord avec cette dictature. Non, je viens. Cette dictature est meilleure que nous, cette dictature démocratique. Vous savez, cette dictature démocratique tue plus. Parce que vous privez le peuple du manger, il ne peut pas se soigner, il va mourir. Vous savez, il y a plusieurs façons de guerre. Il y a la guerre par les armes, il y a la guerre silencieuse. Si le peuple a faim, le peuple ne peut pas se soigner. Non, je ne l'ai pas dit. C'est dans beaucoup de pays en Afrique. Les gens ont faim, ils ont soif, ils ne peuvent pas s'habiller, ils ne peuvent pas se soigner. Mais ça, c'est une guerre. Mais ce que vous dites, c'est la démocratie qui impose. Une sorte de démocratie que nous avons, qui n'est pas conduite par le peuple, qui impose ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore... Tant que le peuple africain n'est pas porteur de cette démocratie, la démocratie ne sera pas. C'est une minorité qui va manipuler. Il manipule la constitution. Tu sais, la démocratie a un code de conduite. C'est la constitution. C'est nos lois, nos institutions. Ils sont instrumentalisés. C'est valable ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe ailleurs. C'est la même chose. Donc, nous sommes dans un processus. Ne nous leurrons pas. Le processus va atteindre son terme. Ce qui se fait, par exemple, il y a 20 ans en arrière ne peut plus se faire aujourd'hui. Mais il y a une autre forme de le faire aujourd'hui. De gruger le peuple, de tromper le peuple. Mais dans 10 ans, on ne peut plus tromper ce peuple-là parce que les gens sont en train de s'éveiller de plus en plus et de comprendre. Et quand le jour où le peuple va atteindre sa maturité de compréhension, il deviendra un véritable citoyen. Mais celui à qui on dit viens diriger le pays va dire non, vraiment, je ne peux pas. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est une sinécure. Imaginez-vous qu'on vous donne, je ne dis pas la moitié du peuple, parce que la démocratie, on dit quand tu as 51% du suffrage, tu es élu président de la République. 4 millions de le corps électoral. Il y a 2 500 000 qui vous ont élu. Mais quand vous asseyez sur ce pouvoir-là, il faut être modeste. À savoir qu'il n'y a que 2 500 000 qui vous ont élu, vous, et les autres. Et la grande majorité silencieuse. Est-ce qu'ils vous ont élu? Et ceux qui n'ont pas voté pour vous, vous êtes le président de tous. On vous donne l'avion présidentiel, on vous donne tout le pouvoir, toute la puissance publique. On dit le territoire là, c'est vous seuls qui vous parlez, nous faisons. Mais il faut être modeste. Il faut savoir que vous n'êtes pas au-dessus de ce peuple-là. Et je pense que un jour viendra, la tendance va être renversée. Le pouvoir sera l'émanation même de ce peuple-là. Parce que c'est le peuple, ce peuple-là qui est l'acteur de développement. Si vous êtes au sommet de l'État, vous dites je vais développer le peuple, vous vous trompez. Déshabillez-vous de votre veste et de votre manteau, portez votre habit africain et restez africain. Soyez solidaires de ce peuple-là et respectez ce peuple-là. On n'a pas encore de démocratie. On va sortir donc de ce sujet gambien. Vous connaissez suffisamment la région. Vous estimez aujourd'hui que toucher à un seul cheveu de Yaya Jammeh, c'est embraser la Casamance, la Gambie, pourquoi pas la Guinée-Bissau. Non, parce qu'en fait, oui, c'est-à-dire pourquoi je le dis. Oui, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui faire? Je voudrais que le peuple sache ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Yaya Jammeh a fait en Gambie? Mais qu'est-ce que la rébellion a fait en Casamance? Parce que c'est lié. En Casamance, les droits de l'homme, pendant plus de 40 ans, ils sont en train de parler. C'est des tortures, des assassinats. On fait disparaître les gens, on coupe les têtes des gens. Tout ça, c'est lié, quoi. Parce qu'on ne peut pas dire il faut exhumer ce qui se passe en Gambie. Forcément, il y a des implications en Casamance et en Guinée. Donc, nous voudrons savoir tout ça là. Et dans ce contexte-là, maintenant, ce soir, il dit ce qu'il faut faire. Mais si, par exemple... est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, en interpellant Yaya Jammeh, on peut beaucoup savoir? Je dis, aujourd'hui, pour moi, ma priorité aujourd'hui, il faut mener des enquêtes continues, mais permettre au président qui est en place de pouvoir travailler. Il ne faut pas qu'il perde son temps. Le peuple gambien a faim aujourd'hui. Ils ont besoin de développement. Ça peut aller de pair. Donc vous ne pensez pas que l'on puisse déclencher un processus judiciaire? Ce serait donc s'enliser davantage? Non, pour le moment, ils n'ont qu'à mener des enquêtes, avoir tous les éléments. Parce que le problème gambien n'est pas seulement le problème gambien, c'est le problème international, c'est sous-régional.
Ok. Ça appartient à tout le monde. Donc il faut au fur et à mesure mettre les choses en place, les institutions. Parce que là, il n'y a pas d'institution crédible en Gambie. Ce monsieur-là, il est venu, il va faire des réformes institutionnelles, etc. Là, c'est un grand chantier. S'il veut aujourd'hui se focaliser, qu'est-ce qu'il y a jamais à faire, il va perdre son mandat, il ne fera rien du tout. Alors moi, je pense que il faut en même temps aller d'une façon rationnelle, calmement, aller exhumer. Parce que les gens vont parler. Parce que la Gambie, c'est un petit territoire. Chacun connaît qui est qui dans ce pays-là. Donc, ça va être su. Mais je ne dirais pas, il ne faut pas utiliser la manière brutale dès maintenant. Il faut attendre le pouvoir là, asseoir ses bases et solidifier, faire de l'ancrage dans ce changement-là. Peut-être au deuxième mandat, on peut maintenant dire qu'il faut enclencher. Il faut attendre 5 ans. Non, on ne va pas attendre 5 ans. Il y a déjà des pays qui sont démocratiques. Le peuple les a élus sur la base d'un projet de société. Si après ils décident de les instrumentaliser ou de tourner droit à ce peuple-là, c'est leur problème à eux. Mais ce qu'eux, ils oublient, et là où lui et moi nous sommes d'accord, c'est qu'eux, ils oublient. C'est ce même peuple-là qui vous fait, c'est ce même peuple-là, lorsqu'il est dépassé, il vous pousse. C'est vrai que de plus en plus, on constate que le peuple est plus éveillé. Il y a une certaine maturité politique que le peuple finit par comprendre. Et comme il fait une prospection sur 10 ans, je trouve que c'est trop. Avec le temps, dans 5 ans, je crois que le peuple béninois notamment sera encore plus éclairé, ou sinon qu'il l'est déjà. Et par rapport à un certain nombre de choses, on gongonne tout de suite, on dit halte. Mais je reviens un peu en arrière pour dire la démocratie ne peut pas être faite sans le peuple. Donc, quand le peuple décide ou le peuple choisit. Oui, pour le cas gambien, parce qu'il faut qu'on sorte de ce sujet-là, vous pensez qu'il faut attendre quelle période pour poursuivre jamais s'il le faut? La priorité en Gambie aujourd'hui, elle est économique. Elle est économique et de façon très habile. Et l'État gambien a intérêt à diligenter une enquête de connivence avec la police et la gendarmerie pour avoir des éléments de façon très approfondie. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais l'essentiel c'est que lorsque Yaya Jammeh sera interpellé, il faudrait avoir des éléments fiables pour pouvoir le confronter au juge et le garder. Il ne faut pas faire les choses de façon précipitée. Il ne faut pas, sur la base simplement des humations de 3 corps, commencer par s'agiter pour dire qu'il a fait ci, il a fait ça. Il faut prendre tout le temps, même 2 ans s'il le faut, une enquête véritablement approfondie pour pouvoir l'appréhender. Mais la priorité, c'est le redressement de la Gambie. C'est donner à manger au peuple qui a faim et c'est donner espoir à ce peuple gambien. Merci donc à vous d'avoir donc partagé vos approches de la situation en Gambie, surtout le cas Yaya Jammeh après son départ du pouvoir. On reste donc dans le cadre de la torture sur le continent africain pour parler donc du Burkina Faso, où des soldats détenus dans le cadre d'une enquête survenue donc au lendemain d'une tentative de coup d'État ont estimé qu'ils ont fait objet de torture dans les prisons. Et ça, c'est des hommes en armes qui torturent leurs frères. Vous trouvez ça normal? Excusez-moi. Ce n'est que, il y a un brocard qui dit seul l'ordre naturel des choses est juste. Et je trouve ça partiellement normal. Parce que le Burkina Faso a connu au bas des coups et des tentatives de coups d'État. Et les acteurs de ces coups d'État se retrouvent, voir leur père les martyriser, les bastonner, leur asséner un traitement dégradant. Et cela se justifie par quoi? On parle de qui? On parle d'un régiment de sécurité présidentielle. Ouais. Un corps d'élite qui a de rapprocher de Blaise Compaoré et qui a des missions spécifiques et ponctuelles. Bon, maintenant, Blaise Compaoré a été chassé par la rue. Il est venu par un coup d'État. Et ces hommes-là l'ont protégé. Ils font de basses besognes. Et il y a des mécontents, il y a des accords entre eux, et d'aucuns aimeraient aller et dénicher un dépôt d'armes pour délivrer Gilbert Dendéré, je crois. Ouais. Et donc, on les a rattrapés et on leur a infligé un traitement qu'ils ont pris l'habitude d'infliger aux autres. Je trouve ça partiellement normal. On finit par récolter. Mais c'est des humains après tout. Oui, mais ce sont ici, ce n'est pas le bas peuple. Ici, c'est des gens qui ont pris l'habitude de martyriser les autres. Non, vous pensez que c'est la loi du karma qu'il faut récolter ce qu'on a semé? La corde, comme il le dit, bastonnade ou bien
le PA, tout ça là. C'est ce qu'ils ont pris l'habitude de faire aux autres qu'on est en train de le faire. Pourquoi c'est en plein procès, ils viennent créer ça? Pourquoi c'est en plein procès, ils viennent créer ça? Bon, maintenant, en tant que défenseur des droits de l'homme, on dira que ce n'est pas en faisant mal. Parce que le but, c'est de leur extirper des aveux. Des aveux. Donc, ils sont détenteurs de certaines déformations dont on a besoin. Mais et la méthode qu'ils utilisent hier, c'est la même méthode qu'on les utilise aujourd'hui. Où est-ce qu'il y a le mal? Lamine, le mal est où? Vous avez depuis longtemps souri. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière de procéder lorsque vous êtes dans le cadre d'une enquête? Non, c'est bon qu'il ait crié, quoi, qu'il ait dénoncé ça à la face du monde. C'est pour se protéger quand même. Mais c'est la méthode militaire, ça. Donc, ils ont été victimes de leur propre système. Je suis d'accord avec lui, mais je pense que ça ne devait pas être fait parce que c'est pour prendre de force des aveux. Et ce qui est paradoxal dans cet imbroglio, moi je m'inquiète pour le Burkina Faso. Quand je fais une analyse, j'ai peur. J'ai peur parce que je pense que la stabilité n'est pas encore là. Je ne vais pas être surpris de voir des situations incontrôlables si le pouvoir en place ne sait pas faire. Parce que l'opposition déjà... Parce qu'on a l'impression de dire que c'est d'une façon spontanée que le peuple burkinabé s'est soulevé contre Blaise Compaoré. J'ai dit non, c'est une analyse politique qui n'est pas bonne du tout. Pas du tout. Parce que donc c'est un processus? Non, ce n'est même pas un processus. Celui qui est au pouvoir là, Marc Kaboré, il est étranger, il est nouveau. Si c'est quelqu'un de nouveau qu'ils ont pris ailleurs là, j'allais comprendre que il était dans le système de Blaise Compaoré. Mais ce mot là, il est puissant. Et puis, vous connaissez le parcours. Son papa est un grand homme burkinabé qui a fait tous les processus jusqu'à... Il a fait presque tous les gouvernements. Son papa. Et Kaboré a fait de grandes études. Il est depuis quand Compaoré a... Excusez-moi. Quand Compaoré a fait le coup d'État, il fait partie des premiers qui a écrit pour dire je suis. Premiers cadres qui ont soutenu le régime de la rectification de Blaise Compaoré quand ils ont assassiné Thomas Sankara. Mais il est puissant, il a des relations, il a des réseaux. Donc, si à la suite de l'article 37, qui veut Compaoré modifie la constitution comme ils veulent, alors qu'eux, ils attendent que c'est le dauphin, on l'a nommé dauphin depuis, qu'ils attendent que ce monsieur-là parte pour que Mais ils se sont levés pour s'organiser. C'est eux, ils sont très riches, ils ont organisé quand même cette révolution. Parce qu'ils ont averti Blaise Compaoré pour le dire. Ils se sont joints les forces, ils ont organisé, ils ont mis le peuple dans la rue. C'est pas spontané. Donc moi, je voudrais que ces règlements de compte, ces militaires-là, il était avec eux hier. Blaise Compaoré, c'est pas n'importe qui dans la sous-région. C'est quelqu'un qui, après Eyadema, qui avait le leadership, là où il y a les foyers de tension, il a des connivences un peu partout, il a un réseau très puissant, Blaise Compaoré. Mais ce monsieur-là, c'est aujourd'hui en exil, mais voilà, en exil, non, mais il n'est pas fragile du tout. Mais là, et pourquoi il ne rentre pas au pays? Mais qui rentre au pays, qui reste en Côte d'Ivoire, ça change quoi? La Côte d'Ivoire et le Burkina, la différence est où? C'est la même nature, c'est les mêmes peuples. Ça change quoi? Sa femme est ivoirienne. Ça change quoi? Il n'y a pas de problème. C'est Côte d'Ivoire qui l'a aidé lui à renverser Sankara. Je crois que le problème n'est pas là. Moi, je suis au Bénin ici, je ne suis pas au Sénégal. J'ai quel problème ici? Rien du tout. Je suis chez moi. Alors, moi, ce que je voudrais tout simplement dire est qu'il faut faire attention. Attention et que tirer sur les ficelles. Les collaborateurs d'antan, vous voulez les humilier. Vous voulez les mettre au poteau. Vous risquez de briser l'arbre de la paix. Moi, c'est mon inquiétude. Parce que ce n'est pas Marc Kaboré qui doit jouer ce rôle-là, alors qu'il a été du début du système jusque là où il est. Ok? Vous pensez, Kofi Dja, que le régime a mal avec cette méthode de procédure? Oui, je le pense. Et il le dit si bien. Parce que ce sont des conflits d'intérêts qui ont amené les uns à faire partie les autres. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est la volonté de Blaise Compaoré de briguer un troisième mandat qui a été la pomme et qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est vrai. Si Blaise Compaoré avait préparé
son départ et avait laissé la possibilité au peuple de choisir celui qui viendra après lui, on n'assisterait pas à ça. Donc le jeu... Ce n'est même pas au peuple. S'il avait à ses collaborateurs de le succéder, il n'allait pas manipuler le peuple. Il n'allait pas manipuler le peuple. Sinon, il a bien dit, la rue, le mécontentement de la rue ne s'est pas fait de façon systématique. C'est forcément téléguidé, c'est forcément préparé et organisé par ces dissidents qui étaient ses amis d'hier. On est d'accord? Donc, d'où une leçon pour ceux qui, en tant que dirigeants ou présidents de nos républiques, continuent de penser qu'ils peuvent modifier la Constitution à leur guise, selon leur guise. Oui, mais aujourd'hui, lorsque vous modifiez la Constitution, vous prenez le pouvoir, il y a forcément des gens qui ne sont pas d'avis. Alors, est-ce qu'il faut pour autant les torturer, les humilier? Non, le moyen légal, ce n'est pas la torture. Mais puisqu'il s'agit d'un corps spécialisé, et où les uns et les autres ont pris l'habitude de torturer leur père, moi je ne trouve rien de mauvais au traitement qui a été orchestré à ces soldats-là. Parce que si tu vois ces soldats-là en train de maltraiter les civils, Ce faisant, nous ne sommes plus dans le cadre de la justice. Et vous êtes juriste. Oui, je suis... Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la justice des hommes et il y a la justice de Dieu. Et vous voulez quelle justice se manifeste à ce niveau-là? Non, là, ce qu'on a là, c'est la justice de Dieu qui est en train de se manifester. Qui tue pas l'épée, périt pas l'épée. Quand les hommes torturent les hommes. Qui a torturé hier doit être torturé. Qui tue pas l'épée, périt pas l'épée. Qui tue pas l'épée, périt pas l'épée. Donc, qui hier a torturé, qui hier avait torturé, doit être torturé. Bon, maintenant, qu'il crie cela devant la justice des hommes, un peu comme pour dire que on veut nous contraindre à dire ce qu'on ne doit pas dire ou ce qu'on ne veut pas dire. Bon, cela reste une chose, mais le droit n'accepte pas de pareils traitements et il reviendra alors au juge compte tenu des privations de nourriture, des bastonnades et de tout ce qu'on a constaté comme dérive humaine. Il revient alors au juge de prendre tout ça là en compte pour pouvoir délibérer de façon équitable. Mais que cela serve d'excuse, je dis non. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritent. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritent. Mais pour dire vrai, pour dire droit, aucune justice ne veut qu'on recourt à de pratiques aussi malsaines que la torture ou la bastonnade ou la privation de nourriture, et etc. Ne citer que cela. Merci donc à vous, professeur Kofi Diab. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest et vous intervenez donc sur ce plateau pour apprécier la situation des militaires torturés au Burkina Faso et la poursuite éventuelle de Yaya Jammeh suite donc aux actions de son régime. Lamine Cissé également, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes Casamançais d'origine. Vous êtes dans votre processus d'intégration africaine et vous êtes au Bénin où vous vous sentez suffisamment chez vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'était donc tout pour votre émission Angle de vue. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.